Bonjour et bienvenue dans le monde numérique, le podcast de Digimon, votre Digimon que vous aimez, Digimon que l'on aime. Et moi, Aldric, suis toujours accompagné comme chaque semaine de François. Bonjour François. Bonjour Aldric. Ah bon, François avec qui on s'est pas mal disputé là ce matin parce que on va aller direct dans les sujets. Il y avait aujourd'hui, on est le 1er août, donc on vous souhaite à toutes et à tous un formidable mémorial Odaiba Day, je ne sais jamais dire ce mot, n'est-ce pas François? Un Odaiba Day. Un Odaiba Day, voilà. Et donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu parce qu'après tout le reste du podcast c'est François qui va parler, vu que c'est son sujet aujourd'hui. On avait une petite conférence en direct que l'on pouvait suivre, nous, heure française, à 11h30. Donc on a été regarder ça avec François et Darine de DigiDuo. On est tous les trois étaient ensemble pour découvrir les annonces. Des annonces où voilà, il y a eu des goodies annoncés, un album des Teenage Wolves signé Yamato, donc son groupe de musique dans Zero Two, et on a eu une vidéo, François. Une vidéo promotionnelle, mais je pense, il me semble que j'en avais parlé dans le podcast la dernière fois, et qui était exactement ce que je pensais, en plus court que ce que je pensais encore. Mais en mieux et très bien animé. Qui nous retrace l'aventure de nos héros de 99, en tout cas, de leur arrivée dans le monde numérique jusqu'à leur départ. Voilà. Avec quelques petites scènes inédites. Alors on n'est pas du tout d'accord François et moi. Moi j'ai adoré cette vidéo, elle était d'une telle intensité, plein d'émotions. J'ai kiffé. On notera aussi que le live a commencé avec I.M, donc la chanteuse qui incarne Mimi dans les premières séries de Digimon et qui fait la plupart des openings et des endings, qui est venue chanter Stand By Me, donc l'ending du 3e film de Digimon. Donc voilà, super, sublime petite chanson. Et la vidéo, non moi vraiment j'ai kiffé. Les images étaient waouh, l'animation était waouh, il y avait des codes, c'était dynamique, ça retraçait mais fidèle. Enfin, moi je trouve que ça retraçait plein de super grands moments de Digimon. Pas de manière très fidèle, justement. Attention, j'ai remarqué de petites erreurs. Oui, et laisse-nous aimer en tant que fan. Et donc, du coup, à la fin du live, on attendait une annonce qui n'est pas arrivée parce que voilà, on avait fait les paris avec Darine, François et moi j'avais dit, vous allez voir, on va nous annoncer une nouvelle série, en tout cas, ou un nouveau film, en tout cas quelque chose sur Digimon dans la Gaz Adventure, hein, pas un nouveau truc genre un Ghost Game ou quoi. Moi j'étais vraiment sur quelque chose lié à Adventure. Moi depuis le début, ça fait un moment dans les podcasts, j'en ai déjà beaucoup parlé, je suis persuadé qu'on va nous faire une suite, nous raccorder les wagons entre The Beginning et l'épilogue de Zero Two pour nous expliquer un peu ce qui se passe. Et en tout cas que si moi je travaillais au marketing de la Toei, ce qui est certain c'est que je développerai une série sur les enfants des personnages principaux tels qu'on les voit dans l'épilogue, parce que c'est comment ramener des nouveaux fans avec les anciens, c'est le meilleur moyen, et puis sortir des goodies et faire vendre du merchandising, etc. Donc bref, François et Jérémy étaient persuadés que non. Donc dans un premier temps, ça leur a donné raison, parce que du coup, la conférence est terminée, voilà, pas d'annonce supplémentaire, rien. Mais, que se passe-t-il? 30 minutes plus tard, les réseaux officiels de Digimon donc c'est Digimon Partner le premier qui a mis l'annonce. On nous a teasé un rendez-vous le dimanche 5 janvier 2025 avec une image des extraits de Zero Two, des papillons qui volent à la fin de la série. Ce sont en fait Oikawa, pour ceux qui se souviennent de la fin de Zero Two, quand il se meurt et qui meurt finalement, et il devient des centaines de papillons qui vont survoler le monde numérique, et on les revoit donc à la fin de l'épilogue, survoler au-dessus des enfants, et donc des enfants des personnages principaux qui courent là vers une nouvelle aventure. Donc on a cette image avec la date, on sait que c'est un dimanche matin, donc on sait que la case de Fuji TV va être libre à ce moment-là, le 5 janvier 2025, donc on nous a annoncé, tel qu'on le comprend, une nouvelle série liée à Digimon et donc encore plus à Adventure. Sinon, on n'aurait pas été reprendre cette image-là. Et en plus, on est sur les 25 ans de Digimon Adventure. Et voilà, moi je suis très heureux. Moi je suis ultra méga hype. Moi j'ai hâte. Je tiens plus en laisse, hein, clairement. Je suis en mode waouh, tout foufou. Et François est un peu plus mitigé. C'est là qu'il faut que je donne mon avis, parce que je pense que je ne vais pas le donner, moi. Ah oui, tu as 1 minute pour donner ton avis. Non, mais je pense que je vais pas dire grand-chose, parce que moi, je suis toujours dans l'attente. J'attendais quelque chose, et pour l'instant, j'ai pas vu de pas dans cette direction, donc pour l'instant, j'attends... T'attendais quoi
Ça va être trop long à expliquer, mais en tout cas, je préfère attendre janvier. Moi, je trouve ça dommage qu'ils n'arrêtent pas de... Toi, tu n'étais pas d'accord avec ça, mais moi, je trouve qu'ils repoussaient un peu l'échéance à chaque fois. On a eu une espèce de petite présentation, on nous a présenté les Digivice, après on nous a dit bah, attendez le 1er août, puis là, le 1er août, en plus, on nous fait un truc en direct où on nous annonce pas cette annonce-là, qui était quand même... je sais pas, c'était quand même un truc à annoncer en live, mais non, puis ils ont préféré annoncer ça sur Twitter, alors que la cérémonie en elle-même était pas hyper intéressante non plus, hein. Donc très sincèrement, j'attends de voir ce qui va se passer en janvier avant de déduire quoi que ce soit, parce que je suis pas aussi positif que toi sur sur ce qu'ils vont pouvoir nous présenter, quoi. Donc, après, on en a discuté avec Darine. On a discuté avec Darine longuement, et ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, là, la fin de l'été, donc dès la rentrée, c'est évident que un peu, je compare ça à Dragon Ball Daima, où voilà, c'était teasé il y a plus d'1 an maintenant, avec une première annonce qui disait qu'il allait avoir une nouvelle série, puis du coup, quelques semaines après, on a commencé à avoir une première image, puis ensuite un trailer, puis ainsi de suite. Bon, et là, donc on a Dragon Ball Daima qui commence en octobre au Japon. Pour moi, un peu dans le même mood. On en a discuté avec Darine. Dès la rentrée, on aura des petites choses qui vont popper, une nouvelle image, peut-être un trailer, puis des informations, puis cela. Donc voilà, avant même le 5 janvier, on aura des informations un peu plus précises de ce que l'on va retrouver. En tout cas, on sera là pour vous en parler en temps et en heure quand on aura plus d'informations. Mais pour l'heure, voilà, on voulait juste quand même faire cette petite parenthèse sur le 1er août, hein, donc sur les annonces qui avaient pu avoir lieu aujourd'hui. Également, donc moi, la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description si vous ne savez pas où la retrouver. Donc le trailer de 3 minutes qui vous permettra de revivre Digimon Adventure avec des superbes animations, des superbes images et tout. Et puis, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de Digimon Adventure, donc c'est très bien, c'est ma petite transition. C'est marqué dans le titre du podcast, mais on va vous parler du fameux roman de Digimon Adventure. François, voilà, c'est quoi le roman ? Oui, parlons enfin de quelque chose qui me hype vraiment et qui a l'air de vous hyper, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui demandaient à savoir qu'est-ce qu'en était-il de ce quel est cet ovni ? Du coup, effectivement, il y a eu une version roman officielle, hein, du coup, de Digimon Adventure, qui a été coécrite par Hiroyuki Kakudo. Vous savez que c'est mon dieu vivant, c'est le réalisateur de la série Adventure et 02, celui qui supervisait du coup le scénario, en tout cas de toutes les deux séries, et coécrit du coup avec Hiro Masaki, qui est un des scénaristes de la série animée, et c'est un roman qui a été publié entre avril et juillet 2021. Et malheureusement, c'est une version qui n'a jamais quitté le Japon. C'est une histoire qui retrace l'entièreté des événements de la saison 1. Ça s'arrête vraiment à la saison 1, il n'y a pas de 02 ou quoi, ça s'arrête vraiment comme la saison 1. Les héros et les antagonistes restent les mêmes, mais, et ce sera du coup le sujet de notre podcast, c'est qu'il y a des petites différences par-ci par-là, et des explications plus détaillées sur certains points qui sont plutôt laissés en suspens dans la version animée. Voilà. Donc, au début, je pense qu'on voulait tout condenser ça en un seul podcast. Je pense que c'était un peu, on avait beaucoup d'espoir, quoi. Voilà. Parce que au final, je me dis pourquoi pas en profiter qu'on ait du temps pour vraiment rentrer dans les détails et parler de vraiment toutes les différences qu'il y a entre les deux versions, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont très très sympas. Je me suis replongé dedans, justement, j'ai fait mes petites recherches, et je trouve ça... Il n'a jamais autant travaillé pour un podcast que pour celui-ci. Exactement. Notre cher ami François, en général, je fais les recherches, mais là, du coup, comme c'est un sujet que je ne me maîtrise pas du tout, donc je vais être beaucoup dans la réac, moi, de côté. Je vais faire « Ah, mon Dieu, c'est vrai, ah !» Mais je pense qu'on va réagir par rapport justement à des moments en disant ce qui a été fait différemment. Est-ce qu'on aurait préféré que ce soit comme ça dans l'animé ? Est-ce que finalement les deux façons sont bien ? Laquelle est meilleure ? Et qui sait, peut-être que, même si j'y crois pas du tout, parce que l'image vient de 02, peut-être que le 5 janvier, ce qu'on va avoir, c'est ni plus ni moins qu'une série fidèle au roman, donc un remake, non pas un reboot, mais un remake de Digimon Adventure, avec de superbes images comme on a vu dans le trailer qui est sorti aujourd'hui. Arrête, t'en rêverais de ça, donc...
Ah oui, j'en rêverais, mais c'est pour ça que ça ne va pas arriver. C'est pour ça. C'est pour ça. Arrête, moi, je rêvais d'une série sur les enfants des héros. Si c'est vraiment ça la série, tu verras que les rêves se réalisent. On en revient. J'ai beaucoup utilisé ce parallèle aujourd'hui avec Darine et François en disant, moi j'ai toujours un cœur d'enfant élu. Je crois toujours en tant qu'enfant élu. Faut de croire en nos rêves, en ceci, en cela. Bref, de garder l'espoir. Et je vous invite, chers auditeurs, à vous aussi garder l'espoir en Digimon, garder l'espoir en la licence, garder l'espoir en ce que Digimon peut proposer, parce que voilà, 25 ans après, Digimon est toujours là et on est encore là en train de faire des podcasts et d'en parler. Bref, ceci étant dit, le roman, ou les romans, parce qu'il y en a 3. Oui. Les 3 romans. J'en profite juste pour dire que du coup, je me suis basé sur la traduction de Aune Kaiken, qui a traduit les 3 romans en anglais, qui est une madame formidable. C'est notamment elle qui avait fait le fansub à l'époque de Adventure, qui a servi à tous les fansubs des autres pays, qui a fait un travail extraordinaire sur la série, et je l'en remercie énormément parce que j'ai découvert ce roman sur le tard, et quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit mais c'était extraordinaire, et j'étais fort content de pouvoir m'attarder dessus. Avant de commencer, je te propose de lire les petites descriptions qui sont les petites descriptions des personnages qui sont au début de chaque roman. Je trouve ça très marrant de voir comment Hiroyuki Kakudo et Hiro Masaki ont vraiment décidé de résumer les différents héros. Nous avons Taichi Yagami, un élève de CM2. Bien que courageux et entreprenant, il lui arrive d'être imprudent. Agumon, c'est le partenaire Digimon de Taichi. Les Digimon, ils n'ont pas beaucoup de descriptions. Sora Takenuchi, une élève de CM2, la meilleure amie de Taichi. Haha. Alors, je trouve ça un peu dommage qu'il ne l'ait pas défini en lui donnant du caractère, mais on apprend que c'est la meilleure amie de Taichi. Un élément qui n'est pas présent, notamment dans la série. Aussi. On sait que... à aucun moment, on sait vraiment que, je trouve justement... Il dit pas le mot meilleur ami, mais ils se connaissent depuis l'enfance, ils sont dans le même club de foot et tout. Ouais, Sora mais ils le te dit disent quand jamais il y a le vraiment... flashback. Ils te disent jamais vraiment c'est quelle est leur relation à eux tous. Tu sais, mais c'est tu sais pas trop. sous-entendu. Oui, mais là, ce que sous-entendu. je trouve intéressant, c'est qu'on a une confirmation vraiment des différentes relations, parce qu'il y a certains détails des gros points d'interrogation que je trouve qui sont donnés, et notamment très tôt dans le roman. Je vais pas spoiler, mais on passe ensuite à Piomon, qui est juste la partenaire de Sora. Yamato Ishida, un élève de CM2 très cool, pourquoi pas. Gabumon, le partenaire de Yamato. Takeru Takaishi, un élève de CE1, bien qu'il soit le petit frère de Yamato, ils vivent séparément depuis le divorce de leurs parents. Patamon, c'est le partenaire de Takeru. Koshiro, un élève de CM1 qui maîtrise l'informatique. Tantomon, le partenaire Digimon de Koshiro. Jokido, un élève de 6e qui a le sens aigu des responsabilités. Gomamon, le partenaire Digimon de Jo. Mimi Tachikawa, une élève de CM1, c'est une fille un peu princesse. Et Palmon, partenaire de Mimi. Voilà comment ils ont décrit leurs personnages principaux. Un peu princesse, ça va avec le côté princesse karaoké et compagnie, là. C'est le titre en ouais, mais anglais, je trouve ça assez marrant, parce que c'est pareil, c'est comme Yamato, qui au final, dans la version japonaise, est plutôt présenté comme quelqu'un de timide, et dans la version américaine, justement, comme quelqu'un de trop cool, tu vois. Et dans le roman, ils disent que Yamato est cool. Et je trouve ça assez marrant que tu as l'impression que c'est... Ouais, que la personnalité, au final, américaine a un peu transparu dans le roman. Enfin, oui, c'est vrai que c'est étonnant, oui. Voilà. Alors, prenons le premier roman qui s'intitule « Maintenant, l'aventure commence ». Le livre s'ouvre sur un élément qui n'est nulle part dans la série et qui a été créé certainement uniquement pour le roman. C'est une citation sortie de l'Apocalypse Digimon, chapitre 8, verset 5. Donc apparemment, il existe un livre. On entend beaucoup parler Genai et tout ça. Ils disent que il y a des rumeurs ou des anciens écrits ou quoi, machin, mais on entend parler dans des ruines. Mais apparemment, il existe un livre, Apocalypse Digimon, voilà. Et donc, dans ce premier bouquin, on nous dit « Les souverains maléfiques désirent à tout prix sceller les 4 piliers qui protègent les points cardinaux du monde pour gagner en puissance. » Voilà comment commence le roman. Le prologue, on va suivre, ce que je vous propose, c'est qu'on suive vraiment chronologiquement dans le roman, hein, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est toi qui as la main sur le podcast, donc c'est toi qui décides. Du coup, le roman commence avec un prologue
qui n'est autre que la scène de Genai qui est en train de voler vers l'île Fichier encore gelée et qui laisse tomber le Digitama de Tailmon. Alors pour l'instant, on nous explique pas grand-chose. On nous dit juste qu'il y a une espèce de machine en métal qui brille dans le ciel, qui laisse une traînée blanche derrière elle, qu'elle est poursuivie par d'autres objets, mais on nous parle pas de Digimon, on nous dit rien de ce que c'est. On nous précise que après avoir reçu un coup, cette machine laisse tomber un objet. Voilà. On reste très flou, mais du coup, ceux qui ont regardé la série savent que ça relate exactement cet événement-là, qu'on découvre bien plus tard dans la série. On enchaîne ensuite avec le chapitre 1, qui s'appelle « À la dérive sur la terre ferme ». Sachant que chaque chapitre est séparé en plusieurs parties. La première partie s'appelle « Cet été-là ». Dans cette partie-là, on retrouve Taichi qui est à la maison avec Hikari. Hikari qui est malade, Taichi qui s'apprête à partir en camp, et Hikari dit qu'elle voit des Digimon à la télé. Taichi ne les voit pas, et comme il sait pas ce que c'est un Digimon, il pense que Hikari elle a de la fièvre et qu'en gros elle a des visions, quoi. Et il s'en va comme ça. Ensuite, on découvre Yamato et Takeru qui sont devant les bus qui vont les emmener jusque sur le camp. Et on apprend dans ce chapitre-là qu'en fait, c'est Takeru qui a demandé à venir. Parce qu'effectivement, on nous précise, quand on voit les personnages au début de la série, que Takeru ne va pas dans l'école de Yamato et des autres. Du coup, on peut se demander pourquoi il était là à cette sortie et tout ça. Tout simplement parce que, après le divorce, les parents ont accepté qu'il y avait un droit de visite. Et il se trouve que Takeru va parfois rendre visite à Yamato et son père, chose que Yamato ne fait pas, c'est-à-dire que Yamato ne va pas chez sa mère. Ça, c'est précisé. Et donc, quand Takeru était chez son père, il remarque la date entourée sur le calendrier, et quand il découvre que son frère va en camp, il lui dit genre « Ah, mais moi aussi, je veux venir, moi aussi, je veux venir, moi aussi, mais je veux venir !» Et on apprend que c'est le papa de Yamato et de Takeru qui a dû appeler la mère pour lui demander si ce serait OK pour partir parce que Takeru était en train de faire une scène. Et c'est comme ça que Takeru se retrouve à accompagner son frère en camp. Sachant que là, il y a une petite scène où Yamato va chercher Takeru du coup chez sa mère pour l'emmener jusqu'au bus. Donc, on note déjà que là, par exemple, dans la série originale, dans l'épisode 39, on avait l'impression que ça faisait très longtemps que la mère avait pas vu Yamato. Elle arrive, elle lui dit « Ah, tu as bien grandi et tout depuis la dernière fois où on s'est vu. » Là, on voit qu'il y a quand même une scène avant où Yamato croise sa mère. Du coup, je trouvais ça intéressant à relever. Voilà. On passe à la deuxième partie qui s'appelle « De l'autre côté de l'aurore ». On est dans le bus, du point de vue de Mimi, qui parle avec ses deux amis Tako et Mi, qu'on voit de manière très très rapide dans la série, qui, fun fact, ont été doublés par la même personne dans notre oui, c'est vrai. dans notre doublage. Bref, on découvre dans le bus que les gens ont été séparés en différents groupes, qu'ils ont une feuille avec le nom de la personne qui sera le responsable du groupe, et Mimi se retrouve dans le groupe de Joe. On sait à ce moment-là qu'elle... Son futur amoureux. Ouais, peut-être, ouais, tu parles. Mais en tout cas, on sait qu'à ce moment-là, elle ne le connaît pas parce qu'elle demande justement à ses amis en lui disant c'est lequel. Et il y a une des amies qui pointe par la fenêtre en lui disant c'est lui. Et note amusante, Mimi, quand elle voit Joe à travers la fenêtre, la première chose qu'elle se dit, c'est tiens, il a pas l'air très fiable. Voilà. Ensuite, les filles se mettent à se moquer de l'ordinateur que Koshiro porte et qu'il a amené en camp. Et on note que Mimi ne se moque pas parce qu'elle n'y trouve pas d'intérêt. Voilà. Parce qu'elle est gentille, elle, c'est une vraie gentille. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu vois, je trouve ça assez marrant qu'il la présente comme une princesse, tu vois. Alors que justement, dès le premier chapitre, je trouve qu'on nous la présente plus comme... Mais une princesse, c'est pas méchant, hein. Être une princesse, c'est pas être une méchante fille ou quoi. Être une princesse, c'est aimer le confort, avoir des goûts un peu de luxe, aimer le confort, aimer la vie. Mais c'est pas pour autant que les princesses sont méchantes, hein. Heureusement d'ailleurs. Non, c'est sûr, mais quand j'entends que quelqu'un fait sa princesse, tu vois, surtout que là, en plus, la façon dont c'est dit, elle le présente comme un peu princesse. C'est pas présenté pour moi comme une qualité, tu vois. Je trouve que c'était marrant de la décrire comme ça, alors qu'elle est montrée justement plutôt gentille au début. Voilà. En tout cas, ensuite, on retrouve Sora.
Et on précise bien que Sora et Taichi sont toujours fourrés ensemble. Donc vraiment, c'est un point sur lequel ils insistent dans le roman, que Sora est bien la meilleure amie de Taichi et que voilà. On en profite aussi pour préciser que Sora, donc là ils sont arrivés au camp, en tout cas à ce moment-là, j'ai oublié de le préciser, mais ils sont arrivés au camp. Sora fait des tâches de garçon. Parce que les tâches sont séparées en plusieurs groupes. Les filles font, par exemple, préparent la nourriture pendant que les garçons sont en train d'aller puiser l'eau. Et Sora préfère aller faire les tâches de garçon parce que, voilà, elle est comme ça. Hein. Et c'est là, d'ailleurs, qu'elle repère Taichi en train de dormir sur l'arbre, comme on le voit dans la série. Elle lui demande pourquoi Hikari n'est pas là. Elle lui dit qu'Hikari est malade. Voilà. Et c'est là que la neige commence à tomber. À ce moment-là, on se retrouve avec Koshiro qui, lui, s'est réfugié dans le petit temple qu'on voit au début de la série. Il regarde la neige tomber par la fenêtre et à ce moment-là, il est rejoint par Yamato et Takeru. Ensuite, il y a Joe, Mimi, Sora et Taichi qui arrivent. Et c'est là que je trouve qu'il y a des petites précisions sur les relations interpersonnelles. C'est que il précise qu'il ne connaît, qu'il connaît personne, genre il connaît pas Yamato, il connaît pas Takeru, il connaît pas Joe. Voilà, il dit que Mimi, elle est dans sa classe, mais voilà, sans plus. Sora, il ne la connaît pas. Et Taichi, il précisait qu'il le connaît que via les activités en club que l'école oblige à faire. Donc c'est des activités qu'il y a après les cours. Et il a été obligé de s'inscrire dans un club. Et il connaît Taichi de là. Voilà. Et je trouve ça intéressant parce que c'est une des relations où justement je trouve qu'il y avait notamment un gros point d'interrogation où on se dit mais qui se connaissait avant, qui ne se connaissait pas. Et moi en tout cas je sais que j'ai toujours été dans l'impression que l'amitié Koshiro-Taichi existait déjà avant. Or là c'est vraiment précisé c'est marrant, moi pas. C'est vrai. Marrant, Ah oui, autant Sora et Taichi oui. Je pensais que Koshiro et Mimi oui parce que c'était précisé dans la même classe. Joe et les autres non. Mais Koshiro, Taichi, j'avais pas cette impression, moi, pour le coup. Hein. Moi, je me suis toujours posé la question, justement, et notamment au début du fandub, je me souviens que je m'étais posé une question sur notamment dans l'épisode 2. Taichi se retourne tout de suite vers Koshiro pour lui demander de la monnaie. Et je m'étais dit, tiens, est-ce que ça veut dire qu'ils se connaissaient vraiment déjà d'avant C'est parce que c'était le gars le plus proche de lui, tout simplement. Peut-être, je ne sais pas, mais du coup, j'étais toujours un peu en interrogation et je trouve ça sympa que là, il y ait une vraie réponse sur ça. Voilà. Il y a... Du coup, après, tout se passe à peu près exactement pareil, la tempête, tout ça. Il y a juste un tout petit truc qui est approfondi après la tempête, c'est que Joe semble expliquer pourquoi il s'est mis à neiger là, en plein mois d'été, quoi. Et d'ailleurs, Mimi est impressionnée par les connaissances de Joe. Voilà. N'est-ce pas ? Mais deux autres choses, c'est que sa théorie n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel. Donc vraiment, on précise que la neige vient de nulle part, quoi. Donc Taichi, en voyant le côté un peu je sais tout de Joe, se dit qu'il n'aimera pas Joe. Et Yamato, c'est marrant parce que c'est aussi un truc qu'on retrouve dans la série, Yamato n'utilise pas d'honorifique. Il y a par exemple Sora et Mimi appellent Joe Senpai. En référence au fait que c'est le chef du groupe, qu'il est plus âgé, donc il l'appelle Joe Senpai. Yamato, lui, pense que Joe a le même âge qu'eux, et du coup n'utilise pas Senpai, il l'appelle juste Joe aussi. Ok. Voilà. Nous passons ensuite, donc là tout se passe pareil, ils trouvent les Digivice, ils sont transportés exactement de la même manière dans le monde. Après si c'est pareil, tu peux sauter le truc. Hein. Exactement, mais je précise où on en est pour savoir après. Voilà. On est qu'à l'épisode 1 et on est déjà à la moitié du podcast. Oh purée, je vais essayer d'accélérer. Mais c'est intéressant en même temps, qu'est-ce que tu dis ? Nous passons au chapitre de Mystérieux animaux. Et là, c'est très intéressant parce que dans la série, on n'est que du point de vue de Taichi. Or là, on commence du point de vue des Digimon. Ils font référence au fait que l'île Fichier était gelée, qu'ils attendent leur partenaire depuis très très longtemps. Donc des scènes que on peut voir dans l'épisode 45. Ils les entendent tomber du ciel. Et on suit d'abord Yamato. On retrouve Yamato qui est tombé par terre, qui dit qu'il a beau être tombé de très très haut, il ressent pas la douleur, et voilà, il pense avoir vu une île en tombant. Il se met à chercher Takeru et il tombe sur Tsunomon qui l'interpelle un peu timidement, et Tsunomon en gros il lui dit je vais te guider jusqu'à Takeru. Donc Yamato il se pose pas énormément de questions, voilà, parce que lui il veut surtout retrouver Takeru. Sora, quand elle rencontre Piyomon, elle a peur, mais elle veut surtout pas se mettre à crier, de peur que Piyomon prenne panique et se mette à l'attaquer, quoi. Et au bout d'un moment, Sora,
elle se dit bon bah tant pis, je vais accepter la situation et voir comme ça ce qu'il en est. On retrouve Koshiro qui se demande s'il n'est pas dans un parc d'attractions parce qu'il a l'impression que, il se dit mais pourtant les plantes elles ont pas l'air fausses et tout, mais c'est bizarre. Il pense que Motimon est un animatronique avec un haut-parleur à l'intérieur. Voilà. On retrouve ensuite Joe qui est que dès qu'il voit Pukamon, il est en panique totale, donc il se met à courir. Et il y a Pukamon qui court derrière lui en lui disant genre mais je suis ton ami. Donc ensuite on est sur une scène où Yamato retrouve Takeru qui lui présente joyeusement Tokomon. On sait que Tokomon lui a parlé des autres Digimon et Takeru il est totalement en mode bah c'est cool ce qui arrive et voilà, il dit il faut qu'on aille retrouver les autres. Ensuite on retrouve Taichi. Donc la scène où il se réveille, il y a Koromon, tout se passe exactement comme dans la série. Il y a Koshiro qui arrive et notamment à ce moment-là, Motimon parle déjà du monde de l'infini parce qu'il repère cette gigantesque montagne en se disant mais c'est bizarre parce que c'était pas là avant, ça ressemble pas au camp ou je sais pas quoi. Et en voyant cette grande montagne, Motimon précise qu'il s'agit du monde de l'infini. Il retrouve Sora, Yamato et Takeru et Joe. Il y a pas eu l'attaque de Kuwagamon par contre. Ensuite, là, on passe sur une scène où on retrouve Mimi qui est avec Tanemon et en fait, elle pose plein de questions à Tanemon. Elle pense que Tanemon est un alien. Voilà. J'aime bien parce qu'il y a une petite précision sur elle où elle dit il est précisé qu'elle est généralement bien élevée, mais qu'il lui arrive d'avoir des réactions causées par des raisonnements qui semblent logiques dans sa tête à elle, mais qui laissent les autres un peu dans l'incompréhension. Et donc là, notamment à ce moment-là, elle se met à pleurer et ça fait pleurer Tanemon aussi. Et du coup, quand elle voit qu'elle fait pleurer Tanemon, elle se calme et elle calme Tanemon. Et c'est à ce moment-là que Kuwagamon arrive. Et on passe au chapitre suivant qui s'appelle l'attaque du monstre scarabée. Donc le cri de Mimi se fait entendre et c'est là que... Et d'ailleurs, il y a là un petit passage où Joe se retourne vers Taichi et Yamato pour la marche à suivre. C'est ça que je trouve intéressant parce que justement, c'est censé être le chef du groupe le plus âgé, et pourtant là tout de suite d'instinct il se retourne vers Taichi et Yamato en mode bon on entend Mimi gueuler, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup là ils arrivent à courir vers Mimi, tout le monde se retrouve, tout se passe exactement comme dans la série, ils affrontent Kuwagamon, ils évoluent, la seule chose qui diffère c'est que Gomamon attaque, il utilise ses Marching Fishes contre Kuwagamon, c'est fou, alors que dans le premier épisode il ne sert à rien le pauvre Gabumon, le pauvre Gomamon. Comment? Il y avait un point d'eau quelque part. Mais même pas, et c'est ce qui est présenté plus tard dans la série, c'est qu'il n'y a pas besoin de point d'eau. Oui. Pour les Marching Fishes. Et du coup, bref. Donc voilà, Kuwagamon est vaincu, il ne revient pas. On a une petite ellipse, on enchaîne avec le chapitre qui s'appelle Où sommes-nous? Donc il tombe pas de la falaise. Non, il ne tombe pas de la falaise, effectivement. D'accord. Kuwagamon ne revient pas, il est vraiment vaincu par les Digimon qui sont tous passés au niveau enfant. On passe au chapitre 5 qui s'appelle Où sommes-nous? On retrouve les enfants sur la plage et il y a vraiment eu une ellipse, c'est-à-dire que là on est après la découverte des cabines téléphoniques. Il y a une petite scène où Joe refuse de donner la nourriture parce que c'est lui qui a le sac avec les rations d'urgence. Et en fait lui, il veut pas donner la nourriture, il dit non, on a déjà mangé tout à l'heure, il faut attendre le soir. Tu vois, alors que du coup ce qu'il dit c'est qu'ils savent même pas si le soir va tomber ou quoi, et donc tout le monde commence un peu à en vouloir un peu à Joe, quoi. Il commence déjà à être très isolé des autres à ce moment-là. Pendant ce temps, il y a Taichi qui échange avec Koshiro. Taichi qui se dit qu'il pense avoir déjà entendu parler des Digimon. Il précise juste pas que c'est Ikari qui l'a mentionné. Et Koshiro, lui, il pense que tout ce qu'ils sont en train de vivre, c'est un nouveau concept, en fait, où des enfants sont amenés à profiter de l'expérience, tu vois, avec des petites créatures, là, mais que en fait, ils ont juste pas été mis au courant, mais que les parents doivent le savoir parce qu'ils ont signé des papiers ou quoi, voilà. Ils pensent qu'ils sont sur une île du Japon, près d'Okinawa, qui se trouve un peu au nord, notamment. Voilà. Et donc, voilà, il précise que le temps semble très long. Joe, il refuse de donner à manger, donc les autres le prennent pour un dictateur. D'ailleurs, ça le frustre. Du coup, il rend pas le sac à Mimi. Enfin, il veut pas rendre son sac à Mimi. Non, il y a pas ce détail-là, et il y a juste du coup Joe est frustré et il arrache le bandeau qui signifiait qu'il était le chef de groupe. Et à ce moment-là, c'est là que Shellmon attaque. Et là, tout le monde se bat, donc vraiment tous les Digimon au niveau enfant se battent. Il n'y a pas d'histoire de qui a mangé, qui n'a pas mangé, tout le monde se bat. Sauf que Shellmon, au niveau adulte, personne n'arrive à le battre. Taichi se met quand même en danger, et à ce moment-là, c'est là qu'Agumon évolue. Donc il évolue en Greymon, il bat Shellmon.
Et c'est après ce combat-là, Mimi et Sora aperçoivent déjà un engrenage noir qui vole au-dessus d'eux. Voilà. Ah, donc Shelmon avait un engrenage noir. Alors, Shelmon n'avait pas d'engrenage noir. Il n'est pas précisé okay. voilà, mais c'est juste, en fait, vraiment à la fin des événements, quand ils s'apprêtent à quitter la plage, en fait, ils voient, enfin, Mimi en tout cas entend quelque chose et Sora aperçoit un engrenage noir et ils se demandent ce que c'est, quoi. Mais c'est tout. Il n'y a pas pas plus. Mais en tout cas, les engrenages noirs apparaissent dès ce moment-là. Dans le chapitre 2, l'île Fichier, le petit 1, les engrenages noirs. Donc, on commence ce chapitre, Koshiro est dans ses pensées. On voit qu'il a abandonné l'idée du parc d'attractions. Il parle d'un Digimon dragon, d'un robot et d'un énorme ours en peluche, du fait que les autres Digimon ont évolué, que même le sien a évolué en Kabuterimon, et que les seuls à ne pas avoir évolué encore pour l'instant sont Gomamon et Patamon. Donc voilà, les événements sont vraiment condensés là. Donc ellipse, on va même pas dans le détail de Yamato, de Sora, de Mimi ou de Koshiro. Exactement. On passe tout ça. Après, en même temps, les épisodes sont un peu... voilà, c'est un épisode d'un personnage, histoire qu'il évolue. Voilà, c'est sympathique, mais c'est pas non plus... ça peut être condensé, c'est pas dérangeant, je crois. Effectivement. Bah après, je trouve que... Je me dis, de toute façon, je pense que ce roman s'adresse déjà aux gens qui connaissent la série, donc effectivement, c'était pas des événements où il y avait besoin de précision, quoi. On a juste, juste ça, quoi. Mais je trouve que c'est important de le dire, c'est un roman qui s'adresse aux gens qui ont déjà vu la série, parce qu'en effet, pour vraiment apporter une complémentarité à certaines scènes ou à certains passages. Exactement. Et il y a un élément, mais j'en parlerai juste après, parce qu'il y a un élément qui est très représentatif de ce qu'est le roman qui arrive dans ce chapitre-là. Donc je termine du coup sur Koshiro. Il y a pas mal de précisions sur lui. C'est précisé vraiment que Koshiro n'aime pas les gens, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui préfère rester à l'écart. Voilà. Et il explique pourquoi il a choisi le foot comme activité en club à l'école. C'est parce qu'en fait, il s'est dit, les positions qu'il y a au foot, suivant si t'es attaquant ou quoi, les positions sont plus floues que dans d'autres sports, comme par exemple le baseball. Donc il s'est dit, si je fais du foot, je serai dans un truc en équipe, donc j'aurai pas besoin de parler avec quelqu'un. Et puis personne me dira que je fais mal le truc parce que de toute façon, voilà, c'est un peu flou. Il précise que Taichi est vraiment, c'est un leader qui est très positif avec tout le monde et que ça a été le cas aussi avec Koshiro. D'ailleurs, ça l'a un peu surpris, Koshiro, le fait que Taichi se comporte de la même manière avec lui qu'avec les autres, alors qu'il a plutôt l'habitude d'être traité un peu comme ce qu'on fait Tako et Mi dans le bus, tu vois, d'être un peu moqué ou quoi. Et on a d'ailleurs un petit détail, c'est Taichi qui a invité Koshiro à venir au camp, parce que sinon Koshiro ne serait jamais venu. Voilà. Oh. Joe, à ce moment-là, il est présenté comme un mauvais leader. Il va même jusqu'à faire pleurer Mimi. Donc ça, c'est la scène où il découvre les œufs et tout ça, notamment les œufs dans le frigo. Il fait pleurer Mimi. Voilà. Et pourquoi il a fait pleurer? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que en fait, en gros, à ce moment-là, Joe leur reproche de se plaindre tout le temps, mais de ne rien faire pour améliorer les choses. Et sauf que là, tout le monde, ça fait je sais pas combien de jours qu'ils sont là, ils ont plus rien à manger et tout ça, et donc voilà, il dit des choses qui dépassent un peu sa pensée et voilà, ça fait pleurer Mimi. Le roman aime détester Joe, hein. Je trouve qu'ils sont vraiment pas tendres avec Joe. Heureusement, il se rattrape un peu plus tard, mais voilà, ils expliquent un petit peu aussi d'où vient son mal-être. Mais en tout cas, il est vraiment présenté comme, pas quelqu'un de très positif. Le chapitre du coup ne se passe pas du tout du point de vue de Joe, hein. C'est vraiment les événements sont racontés de manière assez externe. D'ailleurs, quand on passe tout de suite à la scène où Sora se réveille et voit le mot de Joe qui dit qu'il est parti escalader le monde de l'infini pour s'assurer que cet endroit est bien une île. Donc Sora part avec Taichi sur Birdramon et on nous raconte l'histoire du point de vue du groupe de Yamato qui sont en train de monter la montagne. C'est quelque chose qui arrive énormément dans ce roman, c'est-à-dire que la bataille par exemple contre Unimon, là elle est vue de loin et racontée par le groupe de Yamato. Et il précise... Ouais, donc c'est vraiment le roman qui vient... c'est vraiment, t'as les scènes off, quoi, les scènes coupées, les scènes à côté de l'histoire, quoi. Exactement. Ça rajoute des petits détails. Par exemple, il précise, le groupe de Yamato, il voit Unimon qui attaque.
Mais eux, ils se demandent quoi faire, tu vois, parce que du coup, Yamato est avec Koshiro, Takeru et Mimi, et ils se disent, si on monte sur Kabuterimon, on pourra pas tous y aller, du coup, ça voudrait dire laisser Takeru ici avec Mimi, mais c'est dangereux, machin, donc voilà, parce que pareil, il dit, ouais, moi, si je pars sur Garurumon, je pourrais y atteindre super vite et tout, mais donc du coup, il préfère laisser, le temps qu'ils réfléchissent, de toute façon, Ikakumon évolue, et puis finit par battre Unimon, voilà. Tout est pareil, donc il monte en haut, il découvre que l'endroit est bien une île. Et en haut de la montagne, Taichi repère le manoir dans lequel ils vont aller dormir. Donc c'est pas il tombe dessus complètement par hasard, c'est vraiment il le voit d'en haut. S'ensuit ensuite la bataille contre Ogremon et Leomon, avec Leomon déjà possédé. Il n'y a pas eu de scène où on nous a présenté Devimon, on est vraiment resté avec les enfants élus tout le long. Donc la scène se déroule exactement de la même manière. Il y a un éboulement, machin. Après, du coup, ils se dirigent vers le manoir. On passe au chapitre suivant qui s'appelle le manoir illusoire. Tout se passe exactement pareil. Ils peuvent manger, se prélasser, tout ça. Et c'est à ce moment-là que, quand tout le monde va pour dormir, Taichi, avant de s'endormir, revient sur le fait que, par exemple, il ne savait pas que Yamato avait un frère. C'est placé à ce moment-là, il dit, depuis qu'il connaît Yamato, il ne savait pas que Yamato avait un frère. Voilà, donc il savait pas que les deux, que les parents étaient divorcés, tout ça. Ensuite, Agumon demande à aller aux toilettes, il part avec Taichi. Et c'est là que, au lieu que la scène se passe avec Ogremon qui apparaît ou quoi, machin, c'est juste Taichi remarque le tableau de l'ange, tu sais, qui est dans le manoir, et il remarque que le tableau est devenu complètement noir. Et c'est dès ce moment-là que le manoir commence à s'effondrer. Et en fait, Devimon n'apparaît pas tout de suite. Il reste dans la pénombre et on nous explique, en fait, ils entendent une voix, justement, et on sait pas d'où ça vient, tout ça. Donc là, il y a Ogremon qui commence à attaquer. Finalement, Devimon se révèle. Et à partir de là, on suit Yamato sur les lits volants. C'est-à-dire que, vous savez, il y a Devimon qui fait voler tout le monde et tout ça. Et là, en fait, la scène est racontée du point de vue de Yamato, où il dit, en fait, il a tout juste le temps de voir que Leomon a sauvé Taichi. Et après, son lit s'éloigne et il voit pas la suite de la scène. Voilà. Donc, on voit, en fait, de loin que Leomon est libéré de l'emprise de Devimon, tout ça. Mais c'est tout. Ensuite, le chapitre suivant, c'est le village originel. Donc, tous les autres événements sont passés sous silence. En même temps, ils sont tellement bien racontés dans la série, il n'y a pas grand-chose à rajouter, je pense. Effectivement. On voit les points de vue chacun. On arrive directement dans le village originel avec Takeru et Patamon. Elekmon les accueille directement, c'est-à-dire qu'il est déjà là quand ils arrivent. Donc, Elekmon les accueille avec grand plaisir, leur fait le tour, leur fait faire le tour du propriétaire, leur montre un peu comment ça marche, les digitamas, tout ça. Il y a juste un petit détail, c'est dans l'épisode 12, il y a un petit souvenir où Takeru il pleure et il y a son frère qui vient le réconcilier. Là, le souvenir dont il se rappelle, c'est une dispute entre ses parents. Voilà. Le reste pareil. Donc Leomon vient attaquer le village. Il est tout seul, par contre. Il n'y a pas Ogremon, il n'y a que Leomon qui vient attaquer le village. À ce moment-là, Taichi et Yamato arrivent. Et donc Taichi se souvient tout seul de l'histoire du Digivice. C'est pas Koshiro qui arrive et qui lui dit utilise le Digivice. Ouais. C'est Taichi s'en souvient tout seul. Et du coup, il libère Leomon. Et c'est une fois que Leomon revient à lui que Koshiro et Kabuterimon arrivent parce que justement, ils repèrent la lumière provoquée par Leomon qui redevient lui-même. Et c'est comme ça que Koshiro sur Kabuterimon les repère et vient les rejoindre. On passe au chapitre suivant qui s'appelle « Les enfants élus ». C'est à ce moment-là en fait que Koshiro explique que le Digivice est un appareil sacré. Il raconte son aventure face à Santarumon. Leomon, il précise que Leomon connaît Santarumon. Donc les événements de Santarumon ne sont pas décrits très en détail, mais on suppose qu'il n'y a pas eu l'attaque de Leomon comme à la fin de l'épisode. Voilà. On précise que Leomon connaît Santarumon, parce qu'à un moment il leur dit comment il va. Voilà. Et on précise qu'il y a 7 jours que la rumeur de l'arrivée des enfants a commencé à se répandre et que les engrenages noirs aussi. C'est-à-dire que le règne de Devimon ne date que d'il y a 7 jours. Je trouvais que c'était intéressant à noter. Les engrenages noirs ont vraiment commencé à ce moment-là avec l'arrivée des enfants élus.
toute façon, c'est 7 jours qui se sont écoulés entre leur arrivée dans la série aussi. Oui, tout à fait. Si on compte le nombre de nuits et tout, oui, c'est 7 jours aussi. Tout à fait. Mais dans la série, on ne sait pas si les engrenages noirs sont là depuis Oui, c'est longtemps vrai. ou pas. Voilà. Alors que là, on nous précise que ça date vraiment que d'il y a 7 jours, quoi. Le chapitre suivant s'appelle Lumière et ténèbres. Donc les enfants élus escaladent le monde de l'infini. Et là, je me rends compte que j'ai un gros trou noir. Je ne sais plus si Sora et Joe sont là à ce moment-là. J'ai un gros point d'interrogation, je ne l'ai pas noté. Je ne sais pas s'ils sont bravo. là, s'ils sont là ou pas. Mais du coup, je reviendrai peut-être dessus au prochain podcast, je préciserai. Mais bref. En tout cas, les enfants montent et notamment, ils remarquent un temple grec qui se dresse au sommet, qui n'était pas là la veille. Donc je trouve ça marrant qu'ils fassent cette petite précision, sachant que dans la série, c'est vraiment, on voit dans l'épisode 9, on voit ce temple descendre et se mettre au sommet de la montagne. Et c'est tout, quoi. Donc là, je trouve ça marrant. La bataille se passe exactement pareil, avec tous les Digimon qui n'arrivent pas à battre Devimon qui est gigantesque. Voilà, et jusqu'à l'évolution de Patamon. Et là, on nous donne une petite précision, c'est que Ogremon, du coup, a été changé en roue noire et fait partie de Devimon. Devimon qui a absorbé toutes les roues noires. Et d'ailleurs, petite précision que j'ai oublié de donner, mais quand Léomon est possédé, il dit aux enfants que Devimon a mis une roue noire à l'intérieur de lui. Alors que dans l'anime, Devimon est vraiment représenté avec une attaque qui lui permet de prendre possession de Léomon. Apparemment, dans le roman, c'est pas le cas. C'est vraiment les roues noires qui servent à contrôler les Digimon. Bref. Ogremon, qui fait partie de Devimon, essaye de s'en prendre à Angemon, mais il est envoyé en arrière par la lumière sacrée et il laisse un trou à l'intérieur de Devimon. Et là, dans le roman, on nous précise que c'est vraiment le point faible de Devimon et c'est pour ça que Angemon frappe Devimon à cet endroit-là. Et d'ailleurs, au lieu d'être présenté dans la série, Devimon essaye d'écraser Angemon. Alors que dans le roman, il essaye justement de couvrir ce trou-là qui est dans son abdomen, comme pour se protéger, mais pas à temps parce que Angemon lui envoie le coup de grâce. Voilà. Les événements qui se déroulent après sont passés de manière, sont vraiment très très rapides en un paragraphe. Donc Angemon redevient un Digitama, Genai apparaît, leur parle des emblèmes, pas des scanners, attention, il parle vraiment que des emblèmes, leur dit qu'il faut venir sur le continent serveur, et les enfants construisent un radeau, quittent l'île fichier après que le Digitama de Takeru ait éclos et qu'il soit devenu Poyomon. Voilà. Et donc une des grosses différences avec l'anime, c'est qu'il n'y a pas de scanner dans le roman. Les scanners n'existent pas dans cette version. Voilà. C'est pas déconnant dans le sens où on sait qu'à la fin, les emblèmes, c'est en eux, en fait. Donc, Exactement. Et du coup, ils trouvent leur emblème, et c'est quoi l'emblème entre en eux, c'est ça? Enfin, j'imagine que tu vas le raconter après. Eh ben, ils sont assez vagues dessus, mais effectivement, on va en parler juste après. Il y a juste un élément très intéressant. À la fin de ce chapitre, quand les enfants quittent l'île fichier, on passe sur une scène complètement inédite qui dit que aux 4 coins du monde, on remarque 4 affrontements entre lumière et ténèbres. Et quand le Digimon qui ressemble à un humain apprend que les enfants élus ont quitté l'île fichier, il lâche un « Ce misérable Devimon a échoué !» Mais ce Digimon ne pouvait pas bouger car il avait besoin de se concentrer pour sceller le dragon brillant. Donc on est sur Piedmon et l'une des 4 bêtes célestes. Exactement, je crois qu'on peut même dire que c'est Qinglongmon, du coup, le fameux, oui, tout à fait. Le fameux dragon. Celui qu'on découvre dans Zero Two. Exactement. Et donc du coup, en parallèle, les Dark Masters sont eux occupés à... Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas attaqué directement les enfants. Exactement. Et ils sont occupés à sceller les points cardinaux du monde pour gagner en puissance. C'est exactement ce qui était donné dans l'Apocalypse Digimon au tout début du roman. Et je trouve qu'il y a un autre élément hyper intéressant à noter, c'est qu'il précise « ce misérable Devimon a échoué ». C'est-à-dire que là, on sait que Devimon était lié aux autres méchants du coup. Tout à fait. Devimon avait une tâche, on ne nous précise pas vraiment exactement ce que c'était, mais en tout cas il avait une tâche, et il a échoué dans cette tâche. Ta-ta-ta. Donc suivant. Nous allons passer au chapitre 3, qui s'appelle « S'évader du désert ». Petit 1, le continent serveur. On est du point de vue de Etemon,
qui attend l'arrivée des enfants dans la ville portuaire de Tonami Town. Donc c'est la ville qu'on voit avec tous les bateaux renversés, en fait. Et là, on explique un élément qu'on nous explique pas dans la série, c'est pourquoi Etemon est là. C'est parce que, en fait, cette ville portuaire, tout le monde pensait que les enfants élus allaient arriver à cet endroit-ci. On précise notamment qu'il y a un Flymon qui avait prévenu tout le monde que les enfants avaient été vus sur un Waymon et qu'ils étaient en train d'approcher. Il y a un Gazimon à ce moment-là qui dit avoir reçu un message de Tailmon qui demande s'ils auront besoin de renfort pour l'arrivée des enfants élus. Ouais, c'est marrant. Et Tailmon déjà en mode méchante. Exactement. Donc ça veut dire que Etemon connaît Vendémon, Tailmon et compagnie. Donc intéressant aussi. À ce moment-là, du coup, par fierté, Etemon dit non. Tu vois, et d'ailleurs, il précise qu'il est même au courant que Tailmon et compagnie sont en train de préparer l'invasion. Il précise pas invasion de quoi, mais il dit, il précise justement, il dit, je sais que Tailmon me demande, mais de toute façon, même si j'avais dit que j'avais besoin de renfort, elle m'aurait certainement répondu qu'ils n'avaient pas le temps parce qu'ils avaient besoin de tout le monde pour préparer l'invasion. Voilà. Donc c'est le réseau qui repère les enfants au village des Coromon. Exactement comme dans la série, il a ses écrans géants à l'intérieur de sa caravane. Voilà. Et il y a Gazimon qui, tout fier de lui, dit qu'il avait prévu le coup en remplaçant les habitants avec des Pagumon. Voilà. Et donc à partir de là, tout se passe comme dans l'animé. Donc c'est Tokomon qui a disparu et tout le monde se retrouve derrière la cascade et retrouve Tokomon à cet endroit-là. Et là, on passe tout de suite à l'attaque du village. Donc ils disent que tous les enfants voient le village se faire détruire, mais de loin. Ils disent heureusement que heureusement ils étaient tous partis chercher Tokomon et ils se sont retrouvés derrière cette cascade. Et Etemon par contre est vraiment sur place en train de détruire le village et se retrouve face aux enfants, vraiment pas loin de la cascade. Et d'ailleurs, Taichi se met à l'attaquer en lui jetant des pierres. Voilà. Donc il est présenté exactement de la même manière. Les Digimon évoluent, mais avec sa Love Sérénade, il empêche tout le monde d'évoluer, tout ça. Et tout le monde, du coup, Taichi dit à tout le monde de s'enfuir dans la grotte qu'il y a derrière la cascade, pendant que lui, il essaye de battre Etemon. Et à ce moment-là, l'emblème qui se trouve au fond de la grotte, il vient voler jusqu'à lui. Et en même temps, pendant qu'il est en train de voler, il va frapper Etemon dans le ventre au passage, qui permet justement à Taichi de récupérer l'emblème et de s'enfuir par la grotte. Voilà. Mm-hmm. Et c'est là justement, alors tu disais les scanners ou quoi, c'est qu'on précise pas, c'est juste là, on précise juste que l'emblème a brillé et est allé vers Taichi et termine dans sa main. Donc apparemment, c'est quand même un objet physique. Il y a sûrement le scanner avec, alors du coup. Le scanner apparaît et puis c'est magique. Ouais, je ne sais pas, parce qu'en tout cas, le passage avec les emblèmes et avec les scanners, et la récupération des scanners n'est jamais précisé. Et à aucun moment, il n'est précisé de... C'est peut-être juste une ellipse, en même temps, pourquoi... Oui, totalement, mais... Je sais pas ce que... Peut-être, totalement. Je pense plutôt à l'ellipse dans ces cas-là, qui c'est assez ressemblant au roman, à la série. C'est plus logique que ce soit une ellipse, c'est parce qu'il n'y avait pas grand intérêt de raconter cette histoire, quoi. Tout à fait. Mais je trouve ça marrant que... même Genai, tu vois, ne parle vraiment que des emblèmes. Il précise vraiment pas d'aller chercher les scanners ou quoi. Il parle juste des emblèmes qui sont sur serveur et voilà. D'ailleurs, oui. Non, tu sais que tu dois faire 3 podcasts parce qu'il reste 10 minutes et t'as pas encore fini le top 1. Ouais, formidable. Et je continue vite sur ma lancée du coup. Au moins faut finir le tome 1. On part sur l'emblème, le chapitre suivant qui s'intitule l'emblème du courage. Donc Joe repère le Colisée à vue et ils vont pas là-bas pour trouver l'emblème. Il n'y a pas d'histoire du scanner de Joe qui se met à briller ou quoi. C'est vraiment juste Joe qui repère le Colisée. C'est là-bas que Taichi fait manger Agumon comme jamais. Et Etemon, pareil, envoie un Greymon là-bas. On précise qu'il est vraiment contrôlé par les câbles. Par des câbles qui émanent d'un trou noir duquel il est sorti. C'est une précision qu'il y a en plus par rapport à l'anime, parce que dans l'anime, en fait, on voit il a des espèces de câbles qui sont autour de son cou, mais c'est tout. Là, on dit qu'il y a vraiment des câbles qui sortent d'un trou noir et qui semblent reliés
au faux Greymon, du coup, voilà, au Greymon adversaire. Donc à ce moment-là, personne n'est prisonnier du filet. C'est vraiment c'est Taichi en fait qui dit aux autres de pas se mêler et de pas se mettre au combat, tu vois. Le combat est raconté un peu plus en détail et un peu plus gore. Vraiment, le faux Greymon attaque de manière très vicieuse le vrai Greymon. Et puis, du coup, Taichi se met en danger, tout ça. Voilà. Et il refuse que les autres viennent aider, tout ça. Greymon évolue en Skull Greymon. Dans le roman, ils vont beaucoup plus en détail. Pareil, dans le côté glauque, il est présenté comme beaucoup plus agressif. Genre vraiment, il écrase l'autre Greymon. Il se met à renifler le sang qu'il a sur les mains et tout. On précise que, donc après là, les Digimon évoluent. On précise que Skull Greymon veut s'en prendre à Garurumon et que Garurumon, il l'évite vraiment de justesse, quoi. Il a failli y passer carrément. Et jusqu'à effectivement, pareil, perdre de l'énergie et redevenir Koromon. Dans le chapitre suivant qui s'appelle L'accès, Taichi, il est présenté comme vraiment mais très très affecté par ce qui s'est passé. Et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir décrit un peu plus de manière sanguinolente ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, ça montre un petit peu pourquoi Taichi effectivement est pas très très youpla boum. Donc c'est un Taichi qui est très déprimé, qui parle presque plus aux autres. Et à ce moment-là, Sora demande à Koshiro s'il pense qu'il pourrait contacter Genai avec son ordinateur. Et Koshiro se dit, peut-être qu'en me connectant au réseau d'Etemon, je pourrais le faire. Sora prend l'initiative de lui dire, fais-le, mais sans parler aux autres, pour pas qu'il panique. S'il y a des conséquences ou quoi, je prendrai la responsabilité de tout ça. Voilà. Je trouve que c'est une interaction sympa entre Koshiro et Sora. Et donc, Koshiro se retrouve au fond du puits. Donc, j'imagine que c'est le puits dans lequel, dans la série, il trouve son emblème. Là, pas du tout. C'est vraiment, il se met au fond du puits pour se connecter au réseau. Et en se connectant, il voit qu'il a reçu un mail d'Andromon. Donc, Andromon, donc là, il revient un petit peu sur son histoire. Enfin, où est-ce qu'il l'a rencontré. Comment il l'a rencontré. Voilà, tout ça. Épisode 4. Exactement. Ce Andromon lui dit, dans ses mails, lui dit que c'est Etemon qui brouille les communications et qui empêche Genai de les contacter. Andromon, d'ailleurs, à ce moment-là, il pense que c'est Koshiro qui a brouillé le réseau, qui a bloqué le réseau, et il dit c'est parfait parce que ça permet à Genai d'apparaître sous la forme d'un hologramme. Quand Koshiro remonte du puits, il arrive au moment où il y a la discussion de l'épisode 17 où Genai est en train de leur dire qu'il faut bien élever son Digimon si on veut bien évoluer, tout ça. Et Genai, il a tout juste le temps de leur dire qu'il va leur envoyer un entraîneur avant de disparaître. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun emblème qui est récupéré, il n'y a pas d'histoire de Kokatrimon. Voilà. Ensuite, après cette discussion, on est du point de vue de Nanomon. On précise que c'est lui qui a bloqué le réseau. Il a repéré la connexion de Koshiro, mais quand il restaure la connexion d'Etemon, il lui cache cette information. Voilà. Je trouve ça très marrant que Genai dit qu'il va envoyer un entraîneur. Donc on sait qui c'est Piccolomon. Tout à fait. Et ce que je trouve marrant, c'est que dans la série, il n'est pas du tout présenté comme ça, alors que dans la version Saban, justement, Piccolomon dit qu'il est entraîneur. Et c'est un élément, je me dis, c'est très drôle que dans le roman, du coup, ils reprennent ce truc-là en précisant que Piccolomon sera un entraîneur, tu vois, alors que il n'est pas présenté comme tel, ou en tout cas, il n'est pas présenté comme ayant un lien avec Genai ou avec qui que ce soit, tu vois. C'est le hasard, je pense. Voilà. Ouais, mais c'est marrant, c'est surprenant, c'est sympathique. Mais je m'avance un petit peu parce que nous ne passons pas sur Piccolomon, pas du tout. Nous passons au chapitre suivant qui s'appelle Le piège de la pyramide. Et ce chapitre-là, il s'ouvre sur un combat inédit avec un Cyclomon qui est contrôlé par un câble noir. Et le combat a lieu dans une espèce de casse pour voiture qui se trouve au milieu du désert. Tout le monde se bat, sauf Taichi, qui est trop déprimé. Et d'ailleurs, il a du mal à assumer le fait qu'il puisse pas passer à l'action, quoi. Il y a Sora qui essaye après le combat d'aller lui parler et de lui remonter le moral, mais ça marche pas du tout. Du coup, à ce moment-là, Koshiro tente de se reconnecter au réseau et c'est là qu'il voit le mail de Nanomon. Nanomon dit qu'il connaît Genai, il les invite à la pyramide
Il dit posséder un des emblèmes. Donc les enfants votent pour ou contre pour savoir s'ils y vont ou pas. Et contre toute attente, Taichi dit oui et il a l'air un petit peu motivé. Du coup, il est précisé dans le roman que Yamato, qui aurait d'habitude dans ce genre de situation plutôt dit non, accepte aussi parce qu'il se dit pour une fois que Taichi a l'air motivé depuis ce qui s'est passé avec Skullgreymon, autant l'encourager dans cette dynamique. Et un passage que j'ai trouvé très intéressant, ce qui précise que les enfants élus là doivent emprunter toute une espèce de mer en sable mouvant et ils sont sur les marching fishes de Gomamon. Donc ils se déplacent comme ça dans le désert en fait, sur les sables mouvants pour retrouver la pyramide à l'envers, pareil. C'est à l'intérieur de cette pyramide que Koshiro retrouve les symboles qu'on a dans la grotte dans l'animé, quand ils sont dans la grotte du Sphinx. Et là où il dit, où il y a toutes les révélations et tout ça. Là, il les repère dans la pyramide, mais par contre, on ne s'attarde pas dessus. Il n'y a pas d'explication sur le fait que ce monde-là est en fait un monde numérique ou quoi, machin. Il n'y a pas du tout de précision là-dessus. Quand tout le monde rentre dans la pyramide, tout le monde, ils arrivent dans la salle et ils découvrent que Nanomon n'est pas emprisonné, mais il est blessé au sol en fait, donc il peut pas bouger et là, son seul moyen de communiquer c'est en envoyant des mails à l'ordinateur de Koshiro. C'est Yamato qui le répare en suivant les indications que Nanomon envoie par mail à Koshiro. Et on précise que la reconstruction dure 2 à 3 heures. Tout le monde pense que c'est l'entraîneur dont a parlé Genai, mais dès que Nanomon est remis sur pied, il précise qu'il a menti sur tout, y compris l'emblème. Il dit que d'après lui, ce qu'il veut c'est contrôler l'information et il dit je pense qu'en contrôlant l'information on peut contrôler le monde, voilà. Et il dit en gros c'est ce qu'il veut faire, il veut contrôler le monde en contrôlant l'information tout en se vengeant des Témon par la même occasion. Et du coup pour s'assurer que les enfants ne viendront pas mettre des bâtons dans les roues dans son plan, il kidnappe Sora qui en fait se trouve être la plus proche de lui à ce moment-là et il jette tous les autres enfants en dehors de la pyramide via une sorte de mécanisme de piège comme ce qu'on voit régulièrement dans la pyramide. Donc on passe au chapitre suivant qui s'appelle l'épreuve de Taichi. Donc là il est précisé que Piyomon est bien avec le groupe, il y a vraiment que Sora qui s'est fait kidnapper et c'est Takeru qui propose d'attirer Etemon jusqu'à la pyramide pour qu'ils se battent avec Nanomon vu qu'ils sont ennemis. Il dit si on attire Etemon, ils vont se battre pour nous, quoi. Ils vont faire le travail pour nous. Et si ça crée une ouverture dans la pyramide, on pourra sauver Sora. Joe est d'accord avec ce plan et il l'appuie d'ailleurs. Et finalement, tout le monde finit par accepter. Et Taichi, dans son état, en fait, il est chargé de rester avec Takeru en sécurité dans une sorte de bunker qui se trouve pas loin de la pyramide, pendant que tous les autres vont se battre, vont essayer en tout cas d'attirer Etemon. On précise à ce moment-là, on est du point de vue d'Anomon, qu'il est au courant des plans des maîtres de l'ombre, des plans de Vendémon et des plans d'Etemon. Et lui, il n'est pas du tout en accord avec ça, parce qu'il pense que, lui, il se dit, leur idée, c'est de changer le monde pour le contrôler, mais de le changer de manière ordonnée. Or, lui, tout ce qu'il veut, c'est le chaos. Il veut mettre le chaos partout. Voilà. Donc là, il est précisé que son plan, c'est de faire traverser une créature à travers le pare-feu pour causer des distorsions un peu partout et causer le chaos. On précise que normalement, il ne devrait pas ressentir d'émotion, mais Etemon, en fait, quand il a vaincu Nanomon, il a détruit un des circuits qui a déclenché cette haine que Nanomon a envers lui, et c'est vraiment cette haine qui le pousse à faire tout ça, quoi. Le plan pour attirer Etemon est en train de se dérouler sous les yeux de Taichi et Takeru, qui le regardent depuis le bunker. Taichi, il est en pleine prise de conscience où il se dit que ça devrait être lui il aurait dû y aller, qui devrait être en première ligne pour aller sauver Sora. Et c'est à ce moment que Piccolomon arrive. Et Piccolomon envoie Taichi dans son épreuve, donc qui est exactement la même, donc il se retrouve sur le pont avec Taichi enfant, tout ça. On passe ensuite à l'évolution au niveau parfait Metal Greymon. Donc on nous présente vraiment un véritable affrontement entre l'armée d'Etemon et la pyramide. On nous précise que la pyramide, elle a vraiment des systèmes de défense, des lasers et tout, et que l'armée d'Etemon n'arrive pas à entrer dans la pyramide. Tous les enfants, du coup, eux, sont cachés sous le drap
qu'on voit dans la série. D'ailleurs, on nous précise que c'est Mimi qui avait ça dans son sac. Chose que je trouve très intéressante parce qu'effectivement, au tout début de la série, on nous précise qu'elle a volé tout le matériel de son père. Mais après, on nous présente ça de manière très rapide et c'est jamais réutilisé. Et on ne sait pas d'où vient cette couverture. Elle vient de là. Elle vient en fait du sac de Mimi. Après, c'est logique vu que c'est elle qui la met sur les enfants dans la oui, série. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, on nous précise pas, tu vois, là je trouve ça sympa que vraiment on nous précise d'où vient ce truc. Parce qu'au final, ils auraient juste fait une petite scène où on la voit sortir du sac, ça aurait pu être sympa, quoi. Mais voilà, bref. À ce moment-là, où justement les enfants commencent à se dire merde, qu'est-ce qu'on fait ça a l'air de pas marcher notre plan, comment on va faire? À ce moment-là, Taichi surgit de son épreuve. Agumon a déjà évolué en Metal Greymon, il est en train de voler vers la pyramide. On arrive donc on se retrouve à l'intérieur de la pyramide. Nanomon a réussi à désactiver le pare-feu. Donc c'est ce qu'on voit à la fin de la série d'Adventure. Vous savez, il y a Genai qui rejoint Santarumon devant une espèce de truc avec du feu là. Et ben Nanomon en fait réussit à désactiver les sécurités. Il dit ça l'a désactivé pendant un court instant, mais il dit que c'était suffisant pour faire traverser une créature. À ce moment-là, Metal Greymon crée une ouverture dans la pyramide. Taichi arrive pour sauver Sora, sauf que Etemon entre dans la pyramide à ce moment-là. Nanomon n'interfère pas dans le sauvetage de Sora parce qu'il est trop occupé justement sur son ordinateur à faire venir la créature de l'autre côté du pare-feu. Et au moment où Etemon va pour s'en prendre à Nanomon, il y a une griffe d'Apocalypse. Il n'est pas cité. On nous présente ça comme une créature sombre en forme de... Je sais même plus comment ça s'appelle, mais la forme qu'il a à la fin de la série. Là. Il y a une griffe d'Apocalypse qui sort du moniteur et qui les attrape. Et l'ordinateur dans lequel ils ont été aspirés commence à se replier sur lui-même et ça crée un trou noir qui commence à tout aspirer autour de lui. Donc à ce moment-là... Taichi et Sora se barrent en courant et ils sont sur Metal Greymon et tous les enfants tentent de s'enfuir. Sauf que Etemon sort du trou noir et tente de les attraper. Donc il sort exactement comme on le voit dans la série avec plein de câbles partout, tout ça. On nous précise que Metal Greymon perce l'estomac d'Etemon avec son attaque, avec son bras là. On nous précise que Piccolomon attend les enfants au bunker. Il attend que tous les enfants reviennent. Et en voyant que le trou noir est en train de grossir, Taichi dit à Metal Greymon qu'il faut arrêter de se battre contre lui et partir. Sauf que Etemon le rattrape par la jambe et essaye de l'attirer vers lui. Et c'est à ce moment-là que Metal Greymon lance un Giga Destroyer qui détruit Etemon, mais qui fait grossir encore plus vite le trou noir et aspire Taichi et Metal Greymon. Et on nous précise juste qu'après ça, comme si le trou noir était rassasié, il disparaît. Voilà. Donc tous les enfants sont en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà. Et c'est ainsi que se termine le premier roman. On termine juste sur une postface écrite par Kakudo où il précise juste que les événements du roman ont été réarrangés et qui donnent des infos qui n'ont même pas été révélées dans 02. Et il en profite pour rendre hommage à Shiozama Kaneto qui est la voix de Devimon et il dit que dans le roman, les dialogues de Devimon sont gardés tels quels parce que justement, comme c'était un des derniers rôles de cette personne, il a voulu lui rendre hommage en ne changeant pas ça. Voilà. Eh bien, on a fait plus d'1 heure de podcast, donc on n'ira pas jusqu'à la moitié du tome 2, on gardera à mon avis le tome 2 pour le prochain podcast, et le tome 3 pour le 2 prochain encore podcast. Tout à fait, au final, il y avait beaucoup de choses à dire. Oui, en effet. Et ben, là, du coup, on n'a même plus le temps de lire les commentaires des gens. Donc, du coup, je garde les commentaires pour la semaine prochaine que vous avez pu mettre pendant la semaine. On compensera les 10 minutes qu'on a fait aujourd'hui sur la conférence par la lecture des commentaires. Et ben, en tout cas, en parlant de commentaires, est-ce que ça vous a intéressé ? Est-ce que vous avez découvert des choses ? Est-ce que vous êtes intrigué ? Qu'est-ce que vous pensez de ces différences, de ces ajouts, de ces nouvelles données ? Dites-le nous dans les commentaires, justement. Réagissez, likez, aimez, partagez, bref. Et puis on se donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine pour la deuxième partie. Donc, le tome 2, il y a un nom ou pas du tout ? Le thème 2 s'appelle « Les 8 enfants élus ». Et le tome 1 s'appelait comment ? Maintenant, l'aventure commence.
Ah, et le tome 3 s'appelle? Le tome 3 s'appelle Nos aventures ne sont pas encore terminées. Et donc le tome 2 va de l'épisode 21 à quel épisode? Il s'arrête... ça va jusqu'au moment où les héros retournent dans le monde réel. Ouais, au 39. Ah non, 27. Un peu plus. Ça couvre un tout petit peu plus, ça va jusqu'au 37 à peu près. Ah oui, ok, d'accord. Et ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, comme je l'ai dit, commentez, partagez, aimez. Et puis prenez soin de vous. Et puis, au revoir François. À bientôt, à la semaine prochaine.